des milliers de kilomètres, 14 jours de route et un pays aussi vaste qu'un continent. On savait pas vraiment à quoi s'attendre, mais ce qu'on a vécu a dépassé tout ce qu'on imaginait. Non, il paraît qu'il est nul. Ouais, il paraît qu'ils font que chanter dedans. 女士们、先生们，中国南方航空公司欢迎您。现在向您介绍机上紧急设备的使用方法和安全程序。Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. On a donc décollé d'Amsterdam pour atterrir à Pékin après 11 heures de vol. Et là, notre aventure commence directement. On prend le métro pour se rendre dans notre premier hébergement, une auberge de jeunesse. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good. Elle est en plein centre du Vieux-Pékin, du coup on en profite pour découvrir un peu le quartier et puis on décide d'aller manger. Et il y avait un truc qu'on n'avait pas anticipé. Pourtant vous allez me dire que ça coule de source en Chine, mais en fait on n'y avait pas du tout pensé, c'est qu'on doit manger avec des baguettes. Sauf qu'on n'a absolument jamais mangé avec des baguettes, ni Kevin ni moi. Oh machin, si tu perds ton temps, il faut te choper des feuilles. Micro. J'ai juste avec 10 minutes, j'ai le micro. Mais comment on fait? Je comprends pas. Parce que après, tu chopes une nouille et après t'en fais quoi? Tu l'aspires? C'est dégueulasse, non? C'était périlleux comme vous l'avez vu, mais on s'en est sorti et on s'est dit que vu de notre niveau actuel, au moins on pouvait faire que s'améliorer. Donc on entame notre deuxième journée à Pékin et on va commencer par la visite de la cité interdite. Elle se situe en plein cœur de Pékin et c'est l'ancien palais impérial construit au début des années 1400. Et franchement, c'est immense. Elle s'appelle interdite parce qu'à l'époque, personne n'avait le droit d'y entrer, sauf l'empereur, sa famille et ses serviteurs. Autant dire que t'avais plus de chances de gagner au loto que de passer la porte. Le site s'étend sur 72 hectares. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est littéralement plus grand que le Vatican. Ça a été le centre du pouvoir en Chine pendant presque 500 ans, sous les dynasties Ming et Qing. Les toits sont jaunes, et c'est pas un hasard. Le jaune, c'était la couleur préférée de l'empereur. Par contre, du coup, si t'avais l'audace d'emporter à l'époque, tu disparaissais mystérieusement. À la sortie de la cité interdite, il y a un petit parc qui s'appelle le parc Jinshan, et il abrite une colline. Au sommet de la colline, on se rend compte à quel point la cité interdite est impressionnante, parce que tout est ultra symétrique, grandiose, mais aussi très silencieux. On a l'impression que le temps s'est arrêté. On se dirige ensuite vers la pagode blanche. Elle est au sommet de la colline du parc Beihai, juste à côté du lac. Elle domine Pékin depuis plus de 300 ans. À la base, c'était un symbole de paix entre la Chine et le Tibet. Donc au-delà de l'esthétique, elle a une vraie valeur historique et politique.
On quitte la colline, direction le sud de Pékin. Ici, c'est le Temple du Ciel, l'endroit où les empereurs venaient prier pour de bonnes récoltes. Après cette journée riche en visites, on a pris le métro pour rentrer. Le lendemain matin, le réveil pique un peu, parce que notre train est à 6h57, direction Gobeikou. J'ai mal visé. On se dirige en fait vers la Grande Muraille de Chine, et plus précisément la portion de Jinshanling. On a choisi cette portion-là, qui est assez reculée, on en a pour 3 heures de train, parce qu'elle est peu touristique, et encore assez préservée dans son état d'origine. Donc après avoir pris un taxi, on arrive enfin à l'entrée du site. Là, on prend nos billets, parce que oui, évidemment, l'entrée est payante, et c'est assez cher d'ailleurs. Ensuite, on prend un petit bus, sans porte ni fenêtre. On rappelle qu'il fait -5 dehors, donc on se les gèle littéralement, mais on est super content d'arriver, et on va tout vous montrer. On vient d'arriver à la Grande Muraille. On a eu froid dans le bus. C'était un bus sans porte ni fenêtre. Et il fait -5, je crois. Donc on a eu froid. Mais on est content d'être là et c'est super beau. On va vous montrer. Il y a même de la neige. Ouais, il y a de la neige. Des kilomètres de pierres, de tours, de silence. Construite pour protéger, aujourd'hui elle impressionne, elle écrase presque. On a marché des heures, il y avait beaucoup d'escaliers, et pourtant, on n'aurait pas voulu être ailleurs. Je tiens à dire que je suis au bout de ma vie, ça se voit, c'est parce que c'est le cas. C'est dur ou pas? Quoi? C'est dur ou pas? Au départ de Pékin, il n'y a que 2 trains par jour pour Gobeikou. Un le matin et un le soir. Donc avant notre train retour, on avait un peu de temps et on en a profité pour visiter un peu la ville.
4e et dernier jour à Pékin. On a prévu de visiter la Bell Tower, Drum Tower et le Temple des Lamas. Alors oui, au premier abord vous vous dites « What the fuck, le Temple des Lamas ?» Mais c'est probablement l'un des plus beaux temples qu'on a vu ici. Ça, c'est la Drum Tower. À l'époque, c'était un peu le Big Ben de Pékin. Des tambours qui rythmaient la ville, matin et soir. Aujourd'hui, on grimpe pour la vue, et pour le show. Et franchement, ça claque. Juste à côté, la Bell Tower, plus calme, plus brute. Ici, c'était la cloche qu'on faisait sonner pour annoncer le début de la nuit. Et à l'intérieur, on a trouvé un petit message de chance. Alors, on espère qu'il tombera juste. Après ça, on s'est dirigé vers le temple des lamas. Aussi appelé Yonghaekong, c'est le plus grand temple bouddhiste tibétain de Pékin. On sent les prières, les murmures. Ici c'est calme, puissant et sacré. Au fond, il y a une statue de Bouddha géante, sculptée dans un seul tronc de bois. Elle fait 26 mètres de haut et pourtant, ça te ramène à l'essentiel. On ne peut pas filmer à l'intérieur du temple, par respect pour les pèlerins. Donc je vous montre 2 petites photos pour que vous vous imaginiez la grandeur du lieu. On a mangé à Wangfujing, c'est la plus célèbre artère piétonne de Pékin. Entre enseignes ultra luxe et stands de street food qui en jettent, c'est ici que la tradition chinoise flirte avec la frénésie urbaine. Ensuite, on s'est dirigé vers Zhuqiku. Autrefois une brèche dans la muraille impériale, c'est aujourd'hui un carrefour vibrant de hutong, de street art et de bars cachés. Bienvenue dans le cœur authentique de Pékin. Après ça, on a fait nos bagages et on s'est dirigé vers la gare, puisqu'on prend encore une fois un train de nuit. C'est 20h30 tout pile. Oui. C'est le check-in 3. On a donc rejoint Xi'an en train de nuit et honnêtement, on a super bien dormi. Je suis au bout de ma vie. Je tiens à le dire. Je m'en rappelle au montage. Alors oui, je vous dis que je suis au bout de ma vie, mais c'est parce que j'ai sur le dos 10 kilos dans un sac à dos. Bon, Kev en a 14, donc clairement je me plains alors que je suis pas la pire. Mais c'est très dur parce que depuis la gare, notre Airbnb est très très loin et on a décidé d'y aller à pied parce qu'il n'y a pas de métro et on n'a pas trouvé de taxi. Donc après avoir posé les sacs à dos, on part en quête d'un restaurant. On en a trouvé un plutôt vite. Par contre, ils avaient un criquet domestique. Explique-nous la démarche. Je me suis dit que j'allais prendre un truc local. Ouais.
Et je pensais pas que ça allait être ça. Ouais, parce que c'est quoi du coup? C'est un sabot de chèvre, ouais. On m'a même donné des gants. Ouais. Je me regarde tout le temps. Ah, bon appétit. On sait même pas trop ce qui se mange et ce qui se mange pas là-dessus. Franchement, c'est pas mauvais, Mais j'arrête pas d'avoir l'image de la chèvre en tête, quoi. Moi, j'ai pas voulu faire d'expérience culinaire et j'ai juste pris des nouilles. Au moins, c'est une valeur sûre. On s'est ensuite dirigé vers la Bell et Drum Tower. Parce que oui, il y a aussi une Bell Tower et une Drum Tower à Xi'an, comme à Pékin. Celles de Xi'an, elles sont plus anciennes. Mais du coup, elles sont aussi plus petites et moins bien conservées. Sixième jour de notre périple et on est encore à la gare. Parce que cette fois on prend le train direction Huashan pour aller faire l'ascension du mont Hua. Le mont Hua, c'est l'un des 5 monts sacrés de Chine. Des pics vertigineux, des sentiers taillés à même la roche, et cette légende, atteindre le sommet, c'est toucher le ciel. Le site est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer notre parcours. On peut commencer par le téléphérique du pic ouest ou du pic nord. Nous, on a choisi le téléphérique du pic ouest. Il dure une vingtaine de minutes. Il faut ensuite finir l'ascension du pic ouest à pied. Puis, on se dirige vers le pic sud, le pic est et enfin le pic nord. Et là, on peut reprendre le téléphérique du pic nord vers la sortie. Là, on a pris le téléphérique pour monter. Il est juste là, je pense que vous voyez. Et après, il faut finir l'ascension à pied. Donc c'est ce qu'on fait.
Le pic ouest, c'est le plus sauvage. Les escaliers sont taillés à même la roche, l'air devient plus fin à chaque pas, jusqu'au moment où tu poses les yeux sur cet horizon infini. On quitte la crête ouest, pieds sur les pierres, dos au vide, on redescend pour reprendre le sentier. Prochain arrêt, le pic sud. Il culmine à 2154 mètres d'altitude et chaque pas nous rapproche un peu plus du ciel. Ouais, il faut aussi. Les escaliers sont littéralement gelés, donc on a failli tomber plusieurs fois. Mais sur la route, il y a plusieurs jolis spots pour faire des photos. Du coup, oui, on a encore fait notre photo de touriste. Sur le sentier d'Huashen, chaque pause rime avec méditation. Il y a beaucoup de temples sur la route. D'ailleurs, Kev s'est fait un ami, il a essayé de lui expliquer d'où on venait. Bien évidemment, il ne connaissait pas du tout la Belgique, donc Kev a essayé de lui montrer sur la carte où le pays se situait. Je suis pas sûre qu'il ait compris, mais il avait l'air content, et nous aussi on était contents, donc c'est le principal. On a ensuite repris notre périple, direction le pic Est. Ensuite, on s'est dirigé vers le pic nord. Là, le chemin est clairement plus abrupt. Donc, on est content de le faire en descente et de ne pas avoir commencé par le pic nord, parce qu'alors, il aurait fallu monter tout ça. Il culmine à 1614 mètres d'altitude, et on dit qu'il représente l'entrée du ciel. Ici, on se sent un peu entre deux mondes, entre roches brutes et panorama vertigineux. Chaque pas rapproche un peu plus de l'infini. Après avoir fait l'ascension des 4 pics, on quitte le site par le téléphérique du pic Nord. Et on se rend à la gare pour reprendre notre train. En arrivant sur la place devant la gare, on a été surpris de voir le monde qui s'était amassé pour voir un petit spectacle. On n'a évidemment rien compris à ce qui se disait, mais on vous laisse un petit extrait. Ensuite, on a repris notre train vers Xi'an. Et comme vous pouvez le voir, on était littéralement crevés. Donc, en rentrant, on a repris le métro vers notre hôtel, on est passé manger un bout, et puis on s'est endormi. Le lendemain matin, c'est notre dernier jour à Xi'an, et on part visiter l'armée de terre cuite. Après avoir marché dans les rues, on trouve un bus touristique. C'est le seul moyen actuellement de se rendre à l'armée de terre cuite. Et on commence par visiter la fosse numéro 3. Elle est assez petite mais assez bien conservée. Franchement, on a bien aimé. Ensuite, on a fait la fosse numéro 2. Et honnêtement, on a été un peu déçus.
Alors oui, elle est beaucoup plus grande, mais par contre, presque tout est cassé. Autour, par contre, il y a quelques statues ultra bien conservées. On a terminé par la fosse 1 et honnêtement, c'est la plus impressionnante. À l'intérieur, il y a près de 6000 soldats en terre cuite, alignés en formation de combat. Des fantassins, des archers, des officiers, mais aussi des chevaux et des chars de guerre, qui sont tous prêts à protéger l'empereur dans l'au-delà. Chaque statue est unique, des traits du visage, la coiffure, la posture, rien n'est laissé au hasard. Et ils se tiennent tous là depuis plus de 2200 ans. Après la visite, on a repris la direction de notre hôtel pour récupérer nos bagages et se diriger vers la gare, parce qu'on va reprendre un train de nuit, direction Changsha. Quand on a voulu réserver ce train, il restait juste de la place en hard sleeper. Pour vous expliquer un peu, la catégorie hard sleeper, c'est des wagons dans lesquels ils ont fait des grands dortoirs et où les lits sont 6 par 6 et il n'y a pas de porte aux cabines. Et comme il restait pas beaucoup de place au moment où on a réservé, on n'a pas vraiment fait attention, mais on n'était même pas dans les mêmes wagons. Donc après avoir passé la nuit chacun de son côté, on se retrouve à Changsha. Et là, on prend un deuxième train, direction Zhangjiajie. Après avoir pris un Didi, qui est un peu le Uber en Chine, on a rejoint notre hôtel. On est dans un petit restaurant, j'espère que vous m'entendez. J'ai pris des nouilles. Kev a pris un potage, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. La fatigue se lit sur nos visages, oui on dirait des escargots. Et j'ai pris en plus des raviolis à la vapeur. C'est de la sauce soja, salée, pas sucrée. Il faut savoir que depuis qu'on est là, on mange avec des baguettes. Ça c'est du vinaigre balsamique, mais normalement c'est noir le vinaigre balsamique. On mange avec des baguettes, donc ça fait une semaine. Tu veux les voler? Non. Non. Oh si. Il va voler les baguettes. On vous fera une update si on a volé les baguettes. Donc, je disais, depuis une semaine on mange avec des baguettes. On savait pas du tout manger avec des baguettes à la base.
Et au final, on s'en sort. Donc j'ai espoir que à la fin de ces 2 semaines, on sache manger avec des baguettes parfaitement. Je vous tiens au courant. Après avoir mangé, c'était pas vraiment prévu, mais comme on est arrivé à Zhangjiajie un peu plus tôt que prévu, on s'est dirigé vers le lac Baofeng. Le lac Baofeng est niché au cœur des montagnes de Zhangjiajie. Il est entouré par les falaises vertigineuses et la forêt luxuriante. C'est un lac artificiel qui a été formé par un barrage. On y glisse en bateau au fil de l'eau, entre silence et écho. Parfois interrompu par les chants traditionnels des minorités locales. Après la balade en bateau, on a pu faire une petite randonnée dans le parc qui entoure le lac. On a ensuite repris la direction de notre hôtel, mais cette fois à pied, pour s'imprégner un peu de l'ambiance de la ville. On a commencé notre exploration de Zhangjiajie par une randonnée tranquille, à côté d'un petit train qui serpentait à travers la forêt. Le décor était déjà spectaculaire, une nature luxuriante, le bruit de l'eau et au loin, les premières falaises aux formes étranges. C'était comme une mise en bouche avant de plonger dans l'immensité du parc naturel. Ensuite, on a pris un bus qui nous a emmenés jusqu'au pied du célèbre Beilang Elevator. C'est l'ascenseur de verre le plus haut du monde. On grimpe en moins de 2 minutes jusqu'au sommet des piliers, à plus de 300 mètres de hauteur. La montée est rapide et vertigineuse, mais la vue en haut est juste et réelle. Les paysages sont à couper le souffle, mais c'est pas les seuls à dominer les lieux. Dans le parc, on croise beaucoup de singes, et ils se promènent en toute liberté, ils s'installent sur les rambardes et ils guettent les touristes. Surtout ceux qui sortent un snack un peu trop vite. Ils sont malins et agiles, et parfois un peu voleurs. Mais c'est aussi ça, Zhangjiajie. Une nature vivante, sauvage et imprévisible. Une fois en haut, on a commencé la randonnée sur les sentiers du parc. Et franchement, l'ambiance est dingue. Avec la brume, les falaises qui sortent de nulle part,
la végétation accrochée aux rochers, on avait vraiment l'impression d'être dans Avatar. C'est pas juste un décor, c'est carrément une autre planète. Et le plus fou, c'est que t'es là, en train de marcher au milieu de tout ça. Ensuite, la guide de notre hôtel nous avait conseillé un ancien sentier du parc, encore accessible, mais franchement pas mis en avant. Il est pas hyper facile à trouver et clairement pas très sécurisé. Y a pas de barrière, mais du coup y a personne. C'est juste nous et la nature. Sur ce chemin, on a vécu un truc un peu dingue. On marchait tranquillement dans le silence, seul sur le vieux sentier. Et d'un coup, on voit un arbre qui bouge au loin, comme s'il pliait sous le poids de quelque chose. Mais on n'a pas vu ce que c'était. On va pas vous mentir, sur le coup on a un peu flippé. Appelez ça manque d'instinct de survie ou courage, Kev a voulu aller voir. Et là, il s'est carrément retrouvé encerclé par une vingtaine de singes, tous immobiles, qui étaient juste là à le fixer. On n'a pas eu le temps de sortir nos téléphones que d'un coup, ils ont pris peur et ils ont filé dans la forêt. Le plus fou, c'est qu'ensuite, pendant tout le reste du chemin, on sentait qu'ils étaient encore là. On les voyait pas, mais on savait qu'ils nous observaient, cachés dans les arbres. C'était une ambiance à la fois dingue et un peu flippante. Après 2 heures de randonnée sur ce vieux sentier un peu oublié, on a quand même rejoint la civilisation. Ensuite, on est redescendu vers la ville en téléphérique. Coucou!
Il est 8h15 et on vient d'arriver pour notre deuxième journée à Zhangjiajie. On est au niveau du pont de verre et on est les premiers parce que Kev adore arriver en avance. Donc ça ouvre à 8h30, on est là depuis à peu près 10 minutes. Et c'est trop bien parce que comme ça on sera les premiers sur le pont. Et du coup on va faire tout ce parcours là que vous voyez derrière. On va tout vous montrer, c'est parti. Le canyon qu'on va explorer, il est entre deux montagnes qui sont distantes de 430 mètres. Et il y a un pont de verre qui permet de les relier. Il est suspendu à 300 mètres de hauteur. Autant vous dire qu'avec mon vertige, je faisais pas la maline là au-dessus. Après le pont de verre, on continue le circuit à travers le canyon et on passe sur une petite passerelle en verre le long de la montagne. Dans le canyon, il y a plusieurs activités qu'on peut réserver à part du billet d'entrée, et ça modifie votre circuit. Kev m'avait rien dit, mais il avait réservé la tyrolienne qui passe du coup d'un bout à l'autre du canyon à 300 mètres au-dessus du vide. Je pense que s'il me l'avait dit à l'avance, je lui aurais dit de pas réserver, parce que je peux vous dire que quand j'étais attachée dans le truc, j'en menais clairement pas large. Alors que lui, clairement, vous pouvez le voir, il vit sa best life. Après la tyrolienne, on peut enchaîner avec la réservation de plusieurs toboggans. Ça permet de descendre plus vite et franchement, c'est super fun. Mais on est dans le fond du canyon, on a pris un bateau et là on est dans le fond du canyon, on marche. Je sais pas où on va, Kevin n'a pas trop voulu m'expliquer parce qu'il avait peur que je veuille pas le faire. Du coup on marche.
voyez par vous-même, mais l'ambiance est vraiment incroyable. C'est super apaisant, t'entends juste l'eau, les oiseaux, et t'es tout petit dans le décor qui est gigantesque autour de toi. Après plus ou moins 2 heures de randonnée, on arrive à un embarcadère pour prendre un bateau qui nous amène vers un autre endroit du parc. Oh, vous avez fait le même mouvement en même temps. Oh, c'est génial. Faut pas te regarder dans les yeux par contre. Il te juge un peu là. Ouais. La pluie s'est invitée au programme, mais honnêtement, ça donne une autre ambiance. On prend un téléphérique et vous voyez, on s'enfonce petit à petit dans la brume pour atteindre les hauteurs. Et puis l'avantage, c'est qu'on est tout seul pour profiter de ce magnifique spectacle. On a encore randonné toute l'après-midi, et puis on est rentré manger et se reposer. Le lendemain matin, on prend la direction du mont Tianmen pour en faire son ascension. On commence par prendre un téléphérique, et pas n'importe lequel, puisque c'est un des plus longs du monde, avec 7 km de montée, au-dessus des falaises, des forêts et des précipices. On est suspendu dans le vide pendant presque 30 minutes, avec une vue de dingue, d'abord sur la ville de Zhangjiajie en bas, ensuite les montagnes qui s'étirent vers l'infini. Et plus tu montes, plus les pentes deviennent raides. Vraiment raides. Le genre de truc où tu te dis « Ok, si je tombe là, je suis mal barré ». Une fois arrivé en haut, pour pouvoir faire la randonnée, on doit mettre des crampons à nos chaussures parce que tout est gelé. Il fait moins 8 degrés et il a neigé toute la nuit. Tout est gelé, et on est parti pour une randonnée d'à peu près 2 heures, direction la porte du paradis. Au
au sommet du mont Tianmen, après les falaises et les passerelles de verre, on est tombé sur un lieu totalement différent. Un temple bouddhiste perché au-dessus des nuages. C'est le temple de Tianmenshan et il est construit sur les vestiges d'un ancien sanctuaire. C'est calme et paisible, un peu hors du temps. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a juste le bruit du vent, des clochettes et une odeur d'encens. C'est un vrai contraste avec le reste de la montée, parce qu'ici on respire, on ralentit et on contemple. C'est une belle manière de finir l'ascension, entre le ciel, la pierre et la spiritualité. Depuis le sommet de la montagne, pour rejoindre la porte du paradis, on doit emprunter plusieurs escalators creusés dans la montagne. 12 au total. On passe enfin à travers la porte du paradis, et là nous attend un escalier de 999 marches, à descendre pour pouvoir la contempler d'en bas. C'est périlleux parce que les marches sont gelées et hyper étroites. Et puis nos jambes tremblent parce que ça fait plusieurs jours qu'on fait de la randonnée, et on vient encore de faire 2 heures là. Par contre, pendant la descente, on s'arrête plusieurs fois et on regarde autour de nous, parce que c'est juste magnifique le spectacle auquel on assiste. Explique ce que tu fais. Je vais refaire l'épreuve de Pékin Express où il faut tout monter. Les combien de marches? Je crois qu'il y en a 999. Allez, c'est parti. Oui, donc là, vous rêvez pas. On vient de descendre les 999 marches, mais Kev décide de les remonter pour les redescendre après, pour refaire l'épreuve qu'ils ont fait dans Pékin Express. Autant vous dire que je l'ai attendu en bas. Et donc la porte du paradis, c'est ça. C'est une immense arche naturelle, ouverte dans la falaise, à plus de 1300 mètres d'altitude, comme si la montagne elle-même s'était fissurée pour laisser passer le ciel. Dans la tradition chinoise, c'est un lieu symbolique, un passage entre la terre et le ciel. Et quand t'es là, au pied de l'arche, avec le vent, le vide et le silence, tu comprends pourquoi. Pour redescendre du mont Tianmen, on peut prendre une route qui s'appelle la route du ciel, mais aussi la route aux 99 virages. Moi, je suis un peu malade en voiture, donc on a préféré l'option du téléphérique. Après l'ascension du mont Tianmen, on était censé rentrer à l'hôtel pour préparer nos affaires. Mais comme on avait l'après-midi de libre, on a décidé d'aller visiter les grottes du Dragon Jaune. On s'attendait à rien, mais le lieu est assez magique. Il y a des galeries immenses et des formations rocheuses gigantesques. Il y a même des petites rivières souterraines où on peut faire un tour en barque. On a un peu l'impression d'être dans un monde caché sous la montagne. C'est vraiment une chouette activité et c'est assez impressionnant. Écho. À toi. Non, j'en ai marre. À quel âge déjà? 30 ans. Après ça, on s'est redirigé vers l'hôtel et on a trouvé un petit resto sur le chemin. Pendant notre voyage, il faisait aux alentours de 3 degrés à Zhangjiajie. Et il faut savoir que là-bas, les restos sont complètement ouverts, les portes et les fenêtres. Donc ce qu'ils font, c'est que sous la table, ils nous mettent un bac avec des braises. Et en vrai, ça tient plutôt chaud. Ce matin, on reprend la route direction Furong. Donc on prépare nos affaires et on prend la direction de la gare puisqu'on prend encore un train. Furong, c'est une petite ville perchée au bord d'une cascade géante et où les maisons en bois sont accrochées à flanc de falaise. On connaissait pas du tout avant d'y aller, mais c'est une vraie pépite.
on a croisé un petit temple dans lequel on est allé accrocher un ruban porte-bonheur. Après s'être beaucoup promené dans les rues de la ville, on est allé manger et puis on a continué à se promener en attendant le spectacle du soir. Bon, par contre, tenez-vous prêts pour l'extrait qui va suivre. Comme je vous le disais, on est allé voir un petit spectacle et le changement d'ambiance est assez brutal. Je vous l'accorde, on n'a pas tout compris. Mais on est aussi là pour vivre ça, une immersion dans la culture locale. Puis au retour, on assiste à ce spectacle, Furong la nuit, avec les éclairages, la cascade, c'est juste magnifique. Le lendemain, on est debout assez tôt pour avoir le temps de faire un petit tour dans la ville avant de nous rediriger vers Pékin. On prend d'abord un train qui nous ramène de Furong à Zhangjiajie. Et de là, on se dirige vers l'aéroport, parce qu'on va prendre un vol intérieur qui nous ramènera jusque Pékin. Le voyage nous a pris toute l'après-midi, donc à peine arrivé, on se dirige vers un petit resto pour manger, et ensuite on rentre dormir pour être en forme pour le lendemain. On est comment? On est content. Il est deg. Plus que l'autre, mais ouais. Lui il est deg, il voulait pas venir. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est pas mon monde, mais voilà, j'aime bien. Moi je suis trop contente. Bon, je viens de le dire et de toute façon je peux difficilement le cacher, je suis méga contente. On passe la journée à Universal pour mon anniversaire. Lumos Maximum. Bon, s'il y a des fans d'Harry Potter dans la salle, levez la main. Mais moi, je suis littéralement fanatique. Du coup, on a commencé par le land Harry Potter, bien évidemment, et par l'attraction Ollivander. Ensuite, on a fait l'attraction d'Hagrid et de Buck l'hippogriffe, et on a terminé par l'attraction à l'intérieur du château de Poudlard. Et comme vous le voyez, la file d'attente à elle seule, c'est une attraction. On s'est ensuite dirigé vers le land Jurassic World pour faire les attractions Rencontre avec un Raptor et Jurassic World Adventure. On est ensuite allé dans le land Transformers où on a fait cette immense attraction.
On a aussi assisté à un espèce de spectacle qui était ma foi plutôt sympa. Ensuite, on est allé se chercher un petit 4 heures dans la pâtisserie des Mignons. Thank you. Bye. Et on a enchaîné avec l'attraction Moi Moche et Méchant. À la fin de la journée, on était de retour dans le land Harry Potter pour regarder le spectacle Son et Lumière qui est projeté sur le château. Après cette journée bien remplie qui clôture notre voyage, on est rentré à l'hôtel. Difficile de mettre des mots sur tout ce qu'on a vécu, mais je vais quand même essayer. On a vu des paysages incroyables, on a vécu des moments un peu fous, on a fait des rencontres, des marches, beaucoup de marches, et surtout, on a des souvenirs qu'on n'est pas prêt d'oublier. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. J'espère que ça vous a fait voyager un peu vous aussi. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire et pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça nous fait toujours super plaisir. À très vite pour de nouvelles aventures.